Bonjour. Vous m'entendez, je pense. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre conférence. Nous sommes 4 ce matin. Je me présente, je suis Catel Barthélémy, je suis en charge de l'innovation pour la direction de la maîtrise d'ouvrage des projets au sein du groupe RATP. On expliquera pourquoi on est là ce matin. Et je suis accompagnée de mes collègues qui se présenteront dans quelques instants. Alors, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Tout d'abord, personnellement, parce que j'ai longtemps travaillé dans le monde des musées, à la conception des expositions, et je suis ravie de voir certains collègues, anciens collègues, dans cette salle. Et deuxièmement, parce que le groupe RATP a comme valeur aussi d'exposer l'art et les œuvres d'art. Vous les voyez notamment dans le réseau. Il y a un bon exemple à la station auquel vous êtes arrêtés ce matin. Et je remercie le CITEM au nom de l'équipe de nous accueillir ce matin pour vous présenter ce pourquoi vous êtes inscrits à cette conférence, notre collaboration à plusieurs institutions, le monde de l'hôpital, le monde des musées et le monde du transport public, autour de la notion du parcours. Et pour commencer, on a choisi tous les 4 de vous demander de participer. Vous êtes prêts ? On va vous poser quelques questions. Il va falloir lever la main pour répondre oui, baisser la main si vous voulez dire non. La première question, facile, qui est venu en métro ou en transport public ? Youhou ! Et qui est venu en vélo, en voiture ou à pied ? Deuxième question. Avez-vous rencontré des difficultés pour arriver jusqu'au carrousel du Louvre et cette salle de conférence ? Alexandre, lève plus haut. Oh, ça va. Troisième question. Avez-vous utilisé votre téléphone pour vous repérer ? L'application RATP, j'espère. Et enfin, dernière question. Est-ce que le parcours depuis chez vous ou là où vous étiez ce matin jusqu'ici a été agréable ? Pas mal. Merci de votre participation. Maintenant, je vais faire participer mes collègues. Ce qu'on voulait faire par ce petit jeu de questions, c'était déjà amorcer la notion de parcours. Vous l'aurez compris, on a mis en exergue le mode de déplacement, le repérage, la signalétique et le bien-être. On pourrait continuer cet échange en amenant des notions d'accessibilité. Est-ce que vous êtes venu avec une valise ? Est-ce que ce matin, vous êtes en difficulté physique ? Est-ce que ça a été compliqué ou pas compliqué par rapport à cette notion d'accessibilité ? On pourrait également parler de plaisir esthétique. Est-ce que vous avez trouvé beau votre parcours en venant jusqu'ici ? Bref, c'est toutes ces questions qui ont aiguisé notre curiosité et qui nous ont fait nous rencontrer. Pour cela, je passe la parole à mes collègues qui vont se présenter.
Bonjour à tous, Thibaut Meignier, je suis également à la RATP. Au sein de la maîtrise d'ouvrage et projets, je suis responsable du design des mobiliers et des orientations architecturales des espaces de transport. Bonjour, je suis Maude Gouy, je suis muséographe, commissaire d'exposition à Univers Sciences. Bonjour, je suis Mathieu Robert, je suis designer à l'APHP Sorbonne Université qui représente 6 hôpitaux dans l'Île-de-France et je travaille au sein de la direction qualité, gestion des risques et expérience patient au sein d'un semblant de lab qui s'appelle la mission expérience patient et on accompagne les services dans leurs projets qui visent à améliorer le quotidien des usagers, patients, professionnels ou proches. Merci Mathieu de ces 5 minutes de présentation. Et on ne pouvait pas être tous sur scène, mais je salue mon équipe là-bas au fond, qui a contribué donc à la démarche que nous allons vous partager. Alors justement, cette démarche, quelle est-elle? Donc c'est une démarche collaborative, vous l'avez compris, à 3 institutions, 3 établissements, qui a permis de faire un partage de connaissances, un partage d'expériences. Et en tant que responsable d'innovation, je suis convaincue, ça y contribue. La démarche, elle s'est articulée ainsi. Nous avons rassemblé une 50aine de personnes de ces 3 domaines. Nous avions des experts du monde médical, des cadres de santé, mais aussi des patients. Nous avions des experts du monde de la muséographie, des scénographes, des muséographes, des graphistes. Nous avions également des experts du monde des transports, avec des experts du flux, des experts de la signalétique, des experts de l'aménagement. Et nous avions également des experts plus transversaux, des gens qui portent le marketing ou les enquêtes auprès des clients ou des visiteurs. Je ne sais pas si on dit clients. Non. Visiteurs. Nous, on dit visiteurs, visiteuses. Des visiteurs et des visiteuses. Nous nous sommes rassemblés le temps d'une demi-journée dans un événement qui était inscrit à la Design Week de septembre dernier. Et pour peut-être développer, enfin en tout cas introduire cette démarche, vous allez le voir par l'image et par le discours porté de mes collègues. Évidemment, on a des différences, mais ce qui est flagrant, c'est qu'on a aussi des points communs. Je vais en citer 2 et je donnerai ensuite la parole à mes collègues. Le premier, qui peut-être est assez évident parce que tous, ou presque tous, on a tous pris les transports en commun pour se rendre au musée ou à l'hôpital. Ça montre quoi? Ça montre qu'on a des usagers qui sont les mêmes, des hommes et des femmes, qui ont des besoins nécessaires, essentiels, et des besoins personnels. On aurait pu d'ailleurs parler de votre état d'esprit ce matin. En vous levant, est-ce que vous êtes réveillé du bon pied et vous avez envie d'être là, ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner sous votre couette? Et le deuxième point commun, vous allez le voir, c'est le rapport à l'espace. On a des espaces communs, on a des accueils, on a des couloirs, on a des zones d'échange, des zones d'attente. Et je vous propose de passer à l'illustration en posant une première question donc à Maude, qui représente ce matin la Cité des sciences et de l'industrie. Maude, quel est le parcours au sein de la Cité des sciences et de l'industrie? Quelles en sont les spécificités? Donc bonjour, la première chose qui me paraît importante à mettre en avant, c'est que la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte sont sous une appellation qui s'appelle Univers Sciences, pour que ça soit bien clair. La particularité de nos musées, c'est de ne pas avoir de collection et donc de devoir créer des dispositifs d'interprétation qui vont nous permettre de mettre en scène des expositions très diverses, comme le cancer, comme une exposition sur la foule, sur le zizi sexuel, sur l'apprentissage. Et donc, les parcours sont créés par des dispositifs d'interprétation qui vont jalonner les parcours. Ça, c'est une première chose qui est différente de tous les autres musées contemporains, si je peux dire, qui sont des musées où on présente des collections. Donc, l'idée de parcours, elle est fondamentale. Pour nous, 80% des personnes qui viennent à la Cité des sciences et de l'industrie viennent avec un enfant et un adulte, avec un enfant ou un adolescent. Donc, la question, c'est comment penser des espaces qui puissent conquérir un enfant de 8 ans,
intéresser un adolescent qui rêve que d'une chose, c'est d'être ailleurs que dans le musée. Avoir un bac plus 5 qui connaît tout sur la biologie. On est sur une exposition sur la biologie. Donc la question se pose de comment transmettre ces informations pour que chacun puisse trouver son compte, puisse trouver son intérêt. Et on revient sur une idée dont parlait tout à l'heure Catel, c'est qu'on a besoin d'espaces qui soient suffisamment, cognitivement, qui soient suffisamment clairs, explicites, qui permettent aux visiteurs, au public, entre guillemets, de pouvoir savoir où il est, qu'est-ce qu'on attend de lui, comment il va pouvoir, au fur et à mesure, avancer dans l'exposition et se retrouver des repères qui sont des repères d'ordre cognitif. Donc il y a le repère cognitif, il y a le repère physique, puisque l'exposition, contrairement au cinéma ou au théâtre, se décline grâce au corps, en fait. C'est parce que le corps rentre en mouvement qu'on va visiter l'exposition avec ses yeux, avec ses oreilles, avec son nez, avec ses jambes. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de comment on va créer ce parcours. Par exemple, sur une exposition sur les cancers, on a travaillé avec une personne qui s'appelle Clara Bomblette, qui était scénographe de l'exposition, qui nous a permis de rendre compte de notre volonté de créer un parcours qui soit un parcours au niveau panoptique, c'est-à-dire qu'on puisse embrasser du regard tout ce qu'on voyait et non pas imposer de fait un itinéraire où le visiteur, visiteuse pourrait se sentir prisonnier de cet espace. Donc là, l'idée, c'était d'aller éventuellement se mettre au centre et de balayer du regard et de voir si on a envie d'aller regarder la déflagration. Peut-être on n'a pas envie de savoir qu'est-ce que c'est que la déflagration de la maladie. D'aller plutôt vers les traitements, d'aller plutôt vers des objets sur les soins de support. Donc notre souhait, c'était de laisser le visiteur faussement libre, parce que bien sûr, tout ça n'est pas totalement explicite. Ce qui me paraît important dans les expositions et dans le parcours, j'aime bien reprendre quelque chose autour du sens. Qu'est-ce que c'est que le sens aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous évoque à tous, le sens, sachant que le mot sens, il a un grand S déjà, et il termine par un S. Et il y a 3 dimensions dans le sens. Il y a le sens, bien sûr, de l'orientation. On va s'orienter, on va aller à gauche, on va aller à droite, on va trouver la sortie, il faut que je me dépêche. Mais je termine sur le sens. Donc, on va avoir cette idée de l'orientation. Et puis, il y a l'idée du sens, comme je vous disais, on parcourt avec son corps. Qu'est-ce qu'on ressent émotionnellement dans une exposition ? Les personnes qui sont venues voir l'exposition cancer, par exemple, pouvaient être malades, pouvaient avoir une personne malade, pouvaient avoir accompagner quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait au niveau sensible pour que la personne ressente et qu'on puisse faire émerger ses émotions sans que pour autant on tombe dans le pathos, bien sûr. Et puis pour moi, la troisième typologie du sens, c'est de donner aux visiteurs, à travers notre parcours, le sens intellectuel, c'est-à-dire la réflexion. Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Pourquoi on est là dans cette exposition ? Qu'est-ce qu'au niveau intellectuel, ils veulent nous apporter ? Voilà, donc je ne sais pas si j'ai dépassé mes 4 minutes. On n'a que 4 minutes chacun, mais j'ai plein de choses à vous dire. Merci Maud. Est-ce que tu voulais passer d'autres slides peut-être ? Non, tu peux passer les autres, je vais les passer. Voilà, là le cerveau, c'était une exposition plutôt labyrinthe, où on déambulait dans les méandres du cerveau. Et puis la 3e diapo, voilà, là c'est ce que j'appelle un parcours en râteau. C'est la nouvelle cité des enfants, où le visiteur, le public, rentre, mais il ne sait pas ce qu'il va voir, mais il rentre comme ça, c'est-à-dire qu'il a une vision globale des dispositifs, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Maud. Merci. Donc là, vous êtes dans un milieu qui doit vous parler, puisque vous êtes certainement plus familier avec les musées qu'avec ce que va vous présenter maintenant Thibaut pour la RATP. Donc je repose la question, Thibaut, pour la RATP, les transports publics. Quel est le parcours et quelles en sont ses spécificités ? Alors déjà, pour introduire, au regard du nombre de réponses de mains levées, je pense que les parcours à la RATP, c'est vos parcours et ils sont très différents. La RATP, chaque jour, transporte sur son réseau en Ile-de-France plusieurs millions de voyageurs. Juste sur la ligne A du RER, on peut avoir des pics à plus de 1 million en journée.
Donc nécessairement, nous, nos objectifs au quotidien et dans les projets de rénovation des espaces de transport, c'est des objectifs de performance et de sécurité, bien sûr. Donc on va être très vigilant quant à la fluidité des parcours, que ce soit dans nos espaces, en souterrain particulièrement, dans nos matériels roulants et aux différentes interfaces, notamment en externe. On a d'ailleurs une équipe dédiée, comme l'a dit Catel, une équipe dédiée à l'étude des flux. Et c'est à eux qu'on doit justement cette modélisation des flux sur le pôle de Saint-Lazare qui regroupe plusieurs lignes de métro. Alors du coup, cette vision de masse peut donner l'impression que la RATP déshumanise ses voyageurs, ses usagers, ce qui n'est absolument pas le cas parce qu'on est un service public, on doit s'adresser à l'ensemble de nos publics, qu'ils soient justement habitués ou moins fréquents, enfin occasionnels, qu'ils aient un handicap ou non, qu'ils soient accompagnés ou non, avec ou sans bagage, comme l'a justement précisé Catel, sur le chemin du travail ou en loisir, ou sur le chemin du système. Et donc c'est pour ça qu'on analyse finement chaque usage, chaque parcours, chaque usager, selon différents types de profils. On a des points d'attention assez sensibles, les accès au réseau, l'achat et la validation de titres de transport, la circulation dans nos espaces, enfin l'orientation. On a justement une superbe équipe en signalétique qui va essayer de travailler finement voilà, l'interprétation de chaque signe pour qu'elle soit le plus universelle possible sur l'ensemble, bien sûr, du réseau. Alors, au-delà de cet aspect fonctionnel, de performance, de fluidité, on va essayer aussi d'enrichir nos parcours avec des aménagements remarquables, des œuvres culturelles ou artistiques. Les commerces, les différents services permettent aussi d'agrémenter nos parcours, d'enrichir. La publicité anime aussi. Il faut bien la maîtriser, bien sûr. Et après, dans nos espaces de transport, il n'y a pas que des voyageurs, des usagers. On a aussi nos agents qui accueillent, qui conseillent nos voyageurs. Et quand on vient travailler l'expérience de nos voyageurs, on le fait toujours en miroir, avec justement en miroir celle de nos agents. L'idée, c'est d'avoir une symétrie des attentions. L'un se répond à l'autre. Si un agent se complaît dans son travail, on a une équivalence normalement côté usager et inversement. Et pour finir, on s'intéresse aussi à nos agents qui sont un peu plus isolés, ceux qui travaillent de nuit, dans des nuits très courtes où ils doivent réaliser plusieurs travaux de maintenance, de modernisation du réseau. Et là, notre axe d'optimisation, ça va être vraiment la pénibilité du travail et bien sûr la performance qu'ils vont pouvoir avoir. Mais c'est s'assurer que sur l'ensemble de leur nuit de travail, ils puissent réaliser ce qu'ils doivent réaliser et justement avec plaisir. Merci Thibaut. Et Mathieu, dans le monde de l'hôpital et de la santé, quel est le parcours et quelles en sont ses particularités ? C'est moins fun parce que la base du parcours à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle le parcours de soins. Et donc, du coup, on parle de la santé. Et pour une maladie, il peut y avoir jusqu'à 1500 parcours de santé différents. C'est-à-dire, ça dépend si vous êtes arrivé... vous avez été diagnostiqué chez votre généraliste en urgence ou vous avez eu une errance médicale, si vous êtes passé par de la chirurgie, si vous avez fait de la rééducation. Tous ces parcours-là sont différents pour chacune des personnes qui vont venir. Et pour ça, en fait, au-delà du parcours médical, de santé, c'est un parcours où on va aller dans des espaces, on va rencontrer des gens, on va avoir des émotions différentes et des états émotifs qui se complètent. On aura aussi une vision numérique de ce parcours parce que y a toute la partie administrative aussi qui entre en compte. Et donc c'est à l'hôpital en santé, c'est un parcours qui est très très complexe parce qu'il y a énormément de choses qui s'entremêlent et au milieu il y a un humain. Pour l'instant, la manière de représenter qu'on a la plus complète, c'est un peu cet outil. Tu l'as utilisé aussi, ce qu'on appelle le blueprint, où on a le parcours dans la manière dont il est présenté. On va dérouler chacune des étapes très très précisément.
Et puis on va regarder les états émotionnels, avec qui on est en contact, les différents espaces dans lesquels on va. Et après, en même temps, on présente les choses de différentes manières. On peut rajouter des dessins pour montrer un peu la sensibilité, parce que du coup, l'hôpital est souvent décrit comme un lieu un peu déshumanisé, alors que c'est plein d'humanité à l'inverse, mais on peut avoir cette sensation-là. Donc on vient illustrer les propos. On ne peut pas mettre de photos parce que y a des patients et c'est très compliqué d'illustrer, de faire des reportages d'enquête avec des photos. On peut simplifier le parcours. On peut le présenter dans l'espace, remettre du coup en fonction du plan. On voit que c'est un peu un labyrinthe, la manière dont on circule, et c'est pas forcément voulu comme la manière dont c'est présenté quand on fait une scénographie, malheureusement. Et puis après, du coup, il y a les parcours complexes ou différents parcours qui doivent s'établir dans un même endroit. Et donc, on va faire des petits kits pour fabriquer ces parcours. Voilà. Et c'est cette diversité qui est intéressante et justement sur laquelle on voulait échanger ensemble. Vous l'avez constaté en quelques instants, puisqu'en effet, on a peu de temps. On a des vraies différences au regard des objectifs qu'on porte chacun dans nos établissements, mais on a aussi des vrais points communs. D'où une autre question pour vous, chers collègues. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans les parcours des autres ? Maud ? Ce qui m'a particulièrement intéressée, d'abord, c'était de rencontrer des nouveaux camarades de réflexion. Ça, c'est toujours du vrai bonheur, et de partager donc intellectuellement, qu'est-ce qui différencie ou au contraire nous rapproche. Ce que j'ai bien aimé, c'est la différence des échelles, en fait. C'était de passer d'une échelle micro, parce que pourtant la cité, c'est très vaste, comme vous le savez. Mais là, on passait vraiment à une échelle vraiment de bébé, je dirais, pour passer à des échelles de géants, que ce soit en taille, que ce soit en nombre de visiteurs, en nombre de voyageurs et en nombre de patients. J'aimais bien aussi qu'on ait ces trois typologies qui reviennent souvent. Je pense que ce qu'on partage, c'est que le parcours se passe le mieux, mais déjà que pour la RATP, que les gens trouvent la bouche de métro et arrivent à bon port, nous qui trouvent l'entrée et basiquement qui retrouvent la sortie. Et pour les deux cas, les tickets à la sortie ne sont plus valables. Donc voilà, il y avait cette idée d'avoir quelque chose vraiment qui est en commun, où voilà, ça dure un certain temps. L'autre chose importante, c'est toujours la peur des écueils, et il y en a de nombreux, même si on fait très attention. C'est un visiteur perdu, un voyageur qui ne sait plus où il est. Je vais parler surtout pour moi, mais je pense que la déshérence sociale, de penser quand on est dans un espace et qu'on est perdu, ou quand on est devant un dispositif d'exposition et qui ne fonctionne pas, on se sent remis en question dans notre narcissisme, dans l'image de soi. Et je pense que tenir compte de l'image de soi dans les musées et dans les autres parcours, c'est permettre aux visiteurs de lui dire, je ne suis pas trop bête, j'ai compris ce qu'on me demandait, je peux expliquer à la personne avec qui je suis, ou je me promène quelque part, je peux dire, tiens, c'est par ici, c'est par là. Donc l'image de soi, elle est fondamentale, et je pense qu'on n'en tient peut-être pas suffisamment compte dans les parcours, mais c'est en train vraiment de quelque chose qui vient vraiment. Et enfin, ce qui m'a intéressée beaucoup, c'est c'est ça. Voilà, c'est qu'en fin de compte, on partage vraiment les mêmes enjeux, c'est-à-dire un confort cognitif, un confort intellectuel, de savoir où on est, un confort physique et un confort émotionnel. Et le parcours, en fait, c'est quand tout a été tellement implicite qu'on ne s'est pas aperçu, en fait, qu'on nous avait mis dans une situation où on allait déambuler dans des espaces. Donc, en fait, un parcours réussi, c'est un parcours où le visiteur, le voyageur, le patient ne se rend pas compte qu'il l'a passé puisqu'il est arrivé à bon port. Voilà, pour ma part. Merci Maud. Thibaut ? Moi, j'aimerais réagir sur le fond et la forme des parcours qui nous ont été présentés, justement. À la RATP, on a des parcours assez linéaires. On va d'un point A à un point B avec vraiment un objectif d'atteindre un lieu. Alors avec quelques changements qui peuvent être plus ou moins sympathiques. Mais en tout cas, le parcours justement sur l'exposition du cancer, elle était intéressante parce qu'elle est libre. Et justement, c'est la curiosité qui vient guider le parcours du visiteur dans ce cas.
Et donc c'est vrai que ce contraste, nous, à RATP, nous invite à envisager d'autres buts pour nos voyageurs. Pourquoi pas prendre des transports pour justement juste visiter la ville, découvrir les différentes œuvres qu'on a dans nos espaces de transport. C'est d'ailleurs ce qui peut se passer pendant les journées du patrimoine où justement les personnes interviennent, viennent visiter pour un autre but, c'est celui de découvrir notre patrimoine architectural, nos œuvres, l'histoire du métro parisien. Côté APHP, c'était l'échelle de temps déjà. Vous avez vu, ils ont des parcours de soins qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc forcément, ils ont une gestion du temps d'attente qui peut être très intéressante, qui peut être source vraiment d'inspiration pour nous, RATP, pour justement les gestions de perturbations. Comment faire baisser le niveau de stress, comment augmenter l'acceptabilité du temps d'attente. Et sur la forme, côté RATP, pour vraiment faire l'étude de nos usagers, enfin, leurs attentes, leurs ressentis, identifier tous les pain points, enfin, les points d'achoppement, on va faire appel à des cabinets d'études qui vont réunir beaucoup de données, les synthétiser, les organiser, tout ça. Et ce que j'en ai observé côté APHP ou Univers Science, c'était vraiment donner plus les clés de la conception des parcours aux concepteurs, aux muséographes, aux scénographes. Et justement d'être beaucoup plus proche d'une expertise terrain, presque d'instinct en fait. Et je trouvais ça assez instructif pour nos méthodes. Merci Thibaut. Et côté santé, Mathieu? Oui, quand on s'est rencontrés au début, il y avait des évidences. Et les évidences, c'était l'accueil, accueillir du public, la signalétique, et 3 manières de faire ces choses-là avec une professionnalisation qui évolue et une satisfaction client, patient, voyageur, usager qui n'est jamais au rendez-vous, parce qu'il y a beau y avoir marqué accueil en grand, personne ne le voit, de toute façon personne ne lit. Mais voilà, ces 2 thèmes étaient évidents. Au fur et à mesure, j'ai vu aussi qu'il y avait la manière de voir, et vous l'avez très bien dit, la diversité des usagers dans les parcours et la manière dont vous l'appréhendez qui commençait dans les rencontres où je me suis dit, ah, c'est marrant parce que c'est pas exactement la même manière dont on appréhende le handicap, les difficultés de certaines personnes dans nos 3 institutions. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des similitudes et puis il y a des grosses différences. On va au musée par plaisir, sauf les élèves de 3e qui sont obligés de venir. On prend les transports par besoin. C'est une nécessité, c'est un besoin d'aller à un point A à un point B. Et on va à l'hôpital parce qu'on est obligé. C'est une obligation. Donc du coup, du plaisir à subir. Voilà, peut-être les transports en commun, c'est l'intermédiaire. On est entre Ça dépend les deux. des jours. Ça dépend des jours, voilà. Et donc du coup, cette différence, c'est la manière d'appréhender les parcours, la manière dont vous le présentez. Je trouve que justement, ça fait écho. Et ce que je me suis dit, c'est que on aborde la complexité des parcours avec ces points de vue-là qui sont différents, et ça nous permet d'enrichir justement la manière dont on le fait. On a parlé d'image de soi, à l'hôpital c'est essentiel, et pourtant les lieux sont un peu froids, c'est un peu difficile, et en fait c'est comment on remet de l'humain dans l'hôpital, sachant qu'il n'y a que ça encore une fois, Ouais, mais comment on le ressent, comment on travaille sur l'image de soi, comment on aborde la notion de plaisir. C'est très étrange de parler de ça à l'hôpital, mais du coup, comment on pourrait aborder en fait le fait d'aller chercher un peu plus loin et d'aller voir si on ne pourrait pas avoir des moments de détente, des moments de plaisir à travers ces parcours. Et la vision que vous proposez, justement, elle permet d'aller chercher et de proposer des choses où on subit moins à l'hôpital. Donc c'est vraiment dans ces visions des parcours que on va piquer des choses et essayer de s'en inspirer. Tu veux réagir? Oui, je trouve que quand on s'est rencontrés, je leur ai parlé des postures. Tu peux me repasser la... Pardon. Hop. Et
pour nous, les postures, et je pense que pour nous tous, c'est extrêmement important. Et j'avais montré à Mathieu des images ce sont des images de personnes. Quand on a fait une recherche, bon, c'est pas grave, on a fait une recherche sur comment les accompagnateurs à la Cité des enfants étaient vis-à-vis des enfants, on va dire parents-enfants pour simplifier. Et donc on a vu qu'il y avait des catégories de visiteurs où les visiteurs vraiment se mettent à la place le visiteur, il se met à la place de l'enfant pour faire. Il y a des parents au contraire qui sont très en retrait, qui regardent le journal, qui regardent leur téléphone. Il y en a d'autres qui sont collaborateurs. Enfin, on a vu comme ça, on a identifié un certain nombre de postures qui nous paraissaient intéressantes, qui ont été dessinées. Et je les avais montrées à Mathieu. Et quelques semaines après, on s'est retrouvés. Et il avait envoyé une étudiante observer, dessiner à l'intérieur donc aux urgences pédiatriques et de voir comment les personnes investissaient l'espace de leur corps, comment les interactions entre les enfants qui étaient tombés, qui avaient une chute ou autre, comment les personnes se mettaient, est-ce qu'elles se mettaient face à face, est-ce qu'elles étaient très en empathie ou une empathie beaucoup plus distante. Et en fin de compte, j'ai vu que ça le faisait réfléchir et je crois qu'il y a eu une conclusion à ça. Oui, tout à fait. Merci de remettre le doigt dessus parce que on a montré justement ces histoires de posture et on a regardé comment ça se passait à l'hôpital et l'étudiante a noté il y a l'enfant qui est surex. En gros, il y a 42 fièvres, mais il court dans tous les sens. Voilà. Et puis il y a les parents, le faux calme. Qui est ultra stressé mais qui ne bouge pas d'un cil, tout ça. Et donc en fait, comment ces personnes-là s'approprient un espace d'attente et effectivement, du coup, ça nous permet de pousser les curseurs et de montrer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et on a poussé au fait qu'il fallait avoir des banquettes et pas que des chaises assises individuelles pour que le parent puisse être proche de l'enfant. Voilà, donc en fait, c'est potentiellement des choses qu'on sait qu'on doit faire et c'est aussi des piqûres de rappel de attention à bien faire son travail, aller au bout, voilà. Et effectivement de revoir ça, c'est oui, il faut absolument qu'on travaille ce point-là parce que c'est essentiel. Donc merci. C'est une bonne illustration de la valeur ajoutée que peut constituer en fait ces démarches collaboratives. Et s'il y avait un message que je voudrais que vous reteniez ce matin, ce serait celui-ci. Allez-y, rencontrez vos voisins, croisez les regards et regardez surtout ce qui se fait là où vous croyez qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que ça, déjà, en effet, ça nourrit les réflexions, ça nourrit l'imaginaire et ça donne des opportunités de conception innovantes dans le domaine dans lequel vous pouvez rapporter ce que vous avez vu ailleurs. Au-delà du premier résultat, on peut dire que c'est un résultat de cet atelier qui a eu lieu en septembre, donc c'est pas si vieux que cela. On en a d'autres. On a déjà des rencontres professionnelles, évidemment, nous quatre, mais aussi les gens qui étaient présents lors de cet atelier. On a également une idée de partenariat sur la gestion des flux au niveau de l'accueil entre les hôpitaux et le groupe RATP. Et au sein du groupe RATP, ça a également donné un cycle de conférences sur les usages, avec une première expérimentation également sur site, pour mettre en avant justement ce qui se passe sur le terrain, observer, pour le traduire ensuite dans les travaux qui sont les nôtres, notamment au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment une démarche intéressante de réflexion et en plus, Maud l'a déjà dit, ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres horizons. S'amuser ensemble, on ne s'amuse pas ça. Donc oui. Merci, je crois qu'on en a... Ah, Mathieu, tu veux ajouter Non, je dis qu'il nous reste plein de temps. Pour les questions peut-être, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, sur les flux. La question est à la fois sur les flux humains, mais sur les flux d'air. Oui, c'était ça. On a la même confrontation, hein, c'est ça. C'est le climat s'invite dans nos espaces. Donc forcément, il faut qu'on traite correctement nos voyageurs, mais surtout nos agents, qui eux ont une posture fixe.
À l'hôpital, le meilleur endroit pour placer un accueil, c'est face aux portes. Oui. Mais pour l'agent d'accueil, c'est pas le meilleur endroit. Même quand il y a un sas, la double porte, dès qu'il se met à pleuvoir, elle se met à ne plus marcher. Enfin voilà, donc comment on participe aussi à avoir les bonnes qualités de vie pour les professionnels qui sont à l'intérieur. Et si vous arrivez à le gérer alors qu'il n'y a pas de porte, ça peut être pas mal de s'inspirer. Hier, j'étais à la BNF et pour arriver à une salle qui était une salle un auditorium, je pense que les personnes qui étaient à l'accueil de l'auditorium n'avaient pas froid parce qu'on a passé 4 grandes portes. J'étais avec Astrid là, qui est dans la salle. 4 grandes portes qui montaient, je sais pas, à 10 mètres de haut. De sas en sas, on est passé. Et je me suis dit, ça avait un côté un peu prisonnier, mais je me suis dit qu'en tout cas, les personnes, voilà, pour répondre à ta question, ils avaient trouvé quelque chose pour répondre au désagrément du vent, en effet, et du froid à l'accueil, aux bornes d'accueil, mais aussi dans les musées. Est-ce que, cher public, vous avez des questions ou des remarques ? Bonjour, Elsa Guéry, Muséum national d'histoire naturelle. Je suis responsable du service exposition itinérante. Et je suis très intéressée par l'intervention dans la mesure où on travaille avec la PHP ponctuellement sur un petit projet de partenariat et à notre niveau, on espère participer aux usages et au parcours dans la valorisation de nos collections photos, de nos collections, donc animalières, anthropologiques, minérales. Et on a un partenariat avec le service Culture Mieux-être où les personnels, on leur met à disposition une sélection de photos dans un catalogue. Et dans ce catalogue-là, ils peuvent choisir pour décorer leurs espaces, les couloirs, certaines chambres, 40 tirages de photos qui sont présentés dans ces espaces-là. Et on a eu un petit retour d'expérience qui fait remonter qu'une vraie collaboration se met en place, notamment au niveau des personnels en fait. Ils sont très demandeurs et ils sont très contents de pouvoir décorer leurs espaces avec ces photos-là, qui parfois, on peut le dire, parfois, j'avoue, un peu kitsch, les flamants roses, les roses, mais c'est quand même de très belles photos. Et ça valorise quand même aussi notre patrimoine naturaliste. Et on sent une appropriation des personnels et aussi des patients. Et on sait que dans un des services, alors je ne pourrais plus vous dire lequel, mais de kiné, il y avait une photo de kangourou. Et bien, au sol, ils ont mis un métrage et ils ont, pour la rééducation des patients, utilisé cette photo de kangourou pour dire « fais comme le kangourou, saute à 3,20 mètres ». Bon, voilà, c'est de l'anecdote et ce n'est pas du tout à l'échelle de vos parcours, mais ça veut dire aussi qu'il y a sans doute un besoin. Et nous, on est très contents de participer à notre échelle à ce partenariat-là, qui correspond aussi à un besoin pour nous de collaboration, de réflexion et autres. Donc, je serais intéressée de discuter avec vous aussi parce que je pense qu'il y a des éléments qu'on pourrait partager. Je vois très bien ces photos. Et dans un autre service, on a travaillé où il y a quand même un problème, c'est que les photos arrivent et elles sont positionnées pas forcément de la manière la plus... c'est pas un musée. Et les gens qui installent les photos sont pas de connaissances en muséographie. Donc on a un truc en bas, un truc en haut. C'est très dommage. Et par contre, les patients les apprécient, les soignants les apprécient. Elles servent de repère dans un test qu'on appelle le test des 6 minutes où il faut marcher le plus vite possible le long d'une ligne. Et donc, on a utilisé ces photos qu'on a encerclées dans des bulles, tout ça, et on a marqué le rythme cardiaque des animaux et la vitesse maximale et minimale des animaux. Sachant que c'était très décalé par rapport aux patients, donc c'était pas stigmatisant de se dire aussi vite qu'un je ne sais pas quel animal. Mais voilà, et donc du coup, réutiliser ça. Les hôpitaux sont des musées, il y a des œuvres d'art, alors à plus ou moins de qualité, en fonction du goût du chef de service et de sa famille qui est plus ou moins artiste. Voilà, mais c'est mal mis en scène. Alors, je suis un peu méchant, mais c'est vrai que c'est malheureusement mal mis en scène, mal présenté, et des fois un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, quand il y a des choses comme ça,
faut essayer d'aller un peu plus loin pour aider à installer et à présenter les choses, tout ça, mais c'est une petite fenêtre ouverte sur l'extérieur et un peu de bien-être aussi dans l'hôpital. Tu cherches une expertise dans la salle pour cette installation de photos. Une expertise gratuite parce qu'on est à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour, Moëve Kurdi, Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval à Montréal, Québec. Nous sommes un petit musée patrimonial municipal et on aimerait bien sûr éventuellement agrandir, pouvoir avoir des collaborations à l'extérieur. Étant un site patrimonial, on est limité sur notre espace physique, mais on aimerait pouvoir étendre nos collections, bien sûr, outre les murs. J'étais curieuse de savoir comment cette collaboration avait pris part, comment vous vous êtes initié, qui a été à la rencontre de qui pour pouvoir développer cette collaboration vraiment inspirante. Alors, on l'a inscrit dans une démarche d'innovation et de rencontre avec donc des domaines différents. Donc, c'est nous, équipe innovation de la direction de la maîtrise d'ouvrage des projets, qui avons initié cette collaboration. Et on en a profité pour l'inscrire dans le cadre de la Design Week, puisque on utilise beaucoup les démarches de design dans nos travaux. Et celle-ci, pour nous, on fait partie, en fait, est une démarche de design. Si je peux avoir une deuxième question, est-ce que vous êtes allé chercher vous-même les 3 parties différents ou entre eux, il y a eu une invitation? Alors, c'est là où on joue avec le réseau. Donc, venant du monde de la culture, et je le dévoile, de la Cité des Sciences et de l'Industrie, je connaissais Maud très bien. Et Mathieu vient d'un autre contact, d'autre réseau au sein de l'équipe. Donc, on a construit notre atelier, notre démarche comme cela. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je m'appelle Rachid Kalal, donc direction recherche valorisation de la faculté d'être de Sorbonne. J'avais juste une question sur la mise en place en fait des parcours au sein de vos établissements et notamment on va dire toute la phase peut-être d'expérimentation et de test avant vraiment justement la mise à disposition pour le public. Je sais que j'imagine qu'avant avant toute cette phase il y a aussi toute une étude un peu théorique avec des données que vous rassemblez. Mais est-ce que justement vous avez l'occasion, l'opportunité de faire des tests on va dire en conditions réelles? Je pense notamment dans le cadre des hôpitaux, j'imagine que le parcours il est pensé à la fois pour certes les patients mais également les visiteurs ou même les employés de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez justement, dans un contexte on va dire quotidien, mettre en place des phases de test avant justement de les déployer pour le public? Je pense que justement là, ça va être une réponse conjointe parce que du coup, nous, on est dans des espaces contraints. La plupart des hôpitaux existent déjà. Et l'usage de l'hôpital, les technologies, les usages quotidiens qu'on a avec le smartphone et des choses comme ça font que nos parcours sont censés évoluer, mais le bâti reste le même. Je ne parle pas des problèmes d'amiante, mais du coup, on doit réfléchir en amont, mais c'est difficile de tout casser, de dire bon, bah, pendant 6 mois, on va faire comme si. Donc, on utilise des moyens de projection pour pouvoir essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, mais c'est très difficile de se projeter, quoi. Par contre, chez vous, c'est pas pareil. Si, c'est exactement pareil, justement. C'est ça. Nous, pareil, on fait appel beaucoup au maquettage, à la projection, justement pour tester. Parce que intervenir et modifier un lieu de transport, ça engage beaucoup de responsabilités en termes de sécurité et des délais importants de travaux. Donc, il vaut mieux être sûr de la solution. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait beaucoup plus d'études et d'analyses clients pour vraiment conforter nos scénarios. Je peux peut-être compléter en disant qu'on a également un bâti historique, donc comme ce que tu viens de dire Mathieu, on a peut-être une démarche un peu différente sur notamment les nouveaux prolongements de lignes, par exemple. Vous avez peut-être vu le prolongement de la ligne 14 qui a ouvert l'année dernière. Donc évidemment, c'est une démarche qui est complètement différente quand on peut construire quelque chose de nouveau ou quand on doit réhabiliter ou rénover des lieux qui, en plus, pour notre
réseaux historiques ont une dimension patrimoniale très forte. Donc il faut jouer avec ça. Cela étant, pour compléter également ce que dit Thibaut, on a cette volonté de faire venir les usages et donc d'avoir une attention aux usagers. Alors on sait qu'on n'est pas parfait, on le sait, mais on a cette volonté au niveau du groupe, il y a une direction de l'expérience client qui porte en effet tout ce volet études, avec qui on travaille, nous, pilotes de projets de rénovation bâtimentaire notamment. Merci. Bonjour, j'ai une question plutôt pour Maud. Gouy, je voulais savoir, tu as parlé des 3 sens. Le sens l'orientation, le sens sensoriel, je crois, et le sens cognitif. Et comme je sais qu'Universcience est de plus en plus engagée dans la démarche environnementale, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à mesurer si lorsqu'un visiteur, lorsqu'il vient chez vous dans son parcours de visite, est-ce que vous arrivez à mesurer, une fois qu'il a fait ce parcours, si quelque chose a changé dans son comportement vis-à-vis de la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Est-ce qu'en gros, il va mieux trier ses déchets? Est-ce qu'il va avoir une fois qu'il est venu chez Universcience, est-ce qu'il y a des moyens de mesurer, ou est-ce qu'il y a une réflexion qui a démarré à ce sujet au niveau de finalement comment embarquer le visiteur dans, comment savoir si l'objectif que l'on s'est fixé a été atteint? Je ne sais pas si je suis clair. Si, très clair. Je vais contourner votre question parce que je ne sais pas y répondre. Mais on teste en fait de savoir, par exemple, quand on fait une exposition, on fait bien sûr des enquêtes et on essaye de voir un petit peu quels sont les objectifs et si ce qu'on a voulu dire a fonctionné. Qu'est-ce qui ressort de cette visite? Est-ce que ça va faire changer des comportements? Par rapport à la maladie, je reviens sur cancer parce que c'est une exposition qui a eu des enquêtes en amont et en aval et dans les autres musées où elle était exposée. Donc là, on a vraiment eu des retours sur des changements d'habitude qui étaient en cours. Sur tout ce qui est autour des déchets, de l'environnement, je n'ai pas du tout fait d'exposition là-dessus, donc je n'ai pas de réponse, mais je rencontre quelquefois des personnes qui sont venues jeunes à la Cité des Enfants, qui reviennent à la Cité des Enfants avec leurs enfants. Donc on voit qu'il y a un système de satisfaction qui a répondu à un certain nombre de besoins puisque ces personnes reviennent. Mais bon, je ne réponds pas tout à fait à la question. Mais on peut en reparler après. Il y a d'autres collègues de la Cité qui sont là, qui pourront peut-être vous répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, devant. Bonjour, Dorothée Vatinel, Universcience. Je sais qu'à la Cité des Sciences, on est trilingue. Donc pour le parcours, on se casse le nez et on essaye de trouver une façon la plus simple possible et la moins lourde possible pour que tout le monde s'y retrouve avec nos visiteurs francophones et non francophones. Est-ce que j'imagine qu'à la RATP, bien sûr, vous avez ces difficultés. J'imagine que vous l'avez moins peut-être la PHP. Voilà. Comment vous gérez les langues? C'est quoi vos problématiques là-dessus? Et si vous avez des bons tuyaux, on est preneur. Alors nous, on a l'habitude, c'est sûr, d'essayer déjà d'avoir une signalétique universelle qui ne nécessite pas une traduction. Ça, c'est l'idéal. Après, forcément, il y a des informations qui sont traduites. On essaye de localiser un peu les langues principales selon les lieux. Par exemple, Gare de l'Est, on va mettre beaucoup plus en avant l'allemand. L'Italie, c'est plutôt Bercy. Donc, on va avoir un peu des champs. On va essayer de finement identifier le besoin de traduction dans une langue spécifique. L'enjeu qu'on avait, en tout cas ces dernières années, c'était aussi que nos agents aient cette flexibilité et cette compétence. Et là, on a été fortement aidé par les différents outils numériques qui se développent, justement avec des capacités de traduction instantanée. Donc ça, on est beaucoup aidé pour ça. Et on a testé une application qui s'appelle Tradivia, qui peut peut-être vous intéresser, vous, au monde de la culture, notamment pendant l'événement des JO, qui permettait de traduire quelle que soit la langue. Donc il y avait une possibilité de traduire en... j'ai en tête plus de 100 langues, c'était énorme. Donc c'est un outil, en tout cas, qui a extrêmement bien fonctionné pendant la période des JO et qui reste dans nos outils groupes RATP. À l'hôpital, c'est très difficile de mettre la signalétique
en plusieurs langues, parce que la loi Toubon dit que s'il y a 2 langues, il y a forcément 3 langues. Et donc, du coup, c'est l'espace que ça prend. Et en fait, si on touche un petit peu à la communication, en fait, déjà, on se dit qu'il y a trop d'informations aux patients. On se bat contre les affichages sauvages, c'est-à-dire qu'il y a des informations partout, partout, partout. Le patient n'est pas prêt à récupérer ça. Donc, du coup, on limite au maximum. Mais c'est un problème parce qu'il y a une population allophone, étrangère, qui sont dans les espaces. Il y a aussi des personnes sourdes et malentendantes. Voilà, donc le langage qu'on utilise, et il y a des obligations légales de pouvoir avoir un traducteur, mais c'est long et pas forcément. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont mises en place. Les nouvelles technologies, on se dit effectivement pouvoir aider à traduire les parcours, et puis on essaye effectivement d'avoir des pictos, des choses comme ça qui présentent les choses. Mais vous allez en orthopédie, si vous présentez un fémur cassé, l'orthopédie c'est aussi le bras, c'est plein de choses différentes. Le digestif, on peut mettre un estomac à mal, mais ça va de là à, enfin, c'est tout le tube digestif et tout l'appareil digestif qui est pris en compte. Donc du coup, c'est une complexité de simplifier les choses, et du coup, on rentre dans la simplexification, simplifier les choses qui sont complexes pour les adresser à tout le monde. Et je pense que c'est aussi ça, c'est une des bases de ce qu'on fait de manière plus large au-delà de la langue. Est-ce que vous avez une dernière question? Parce que je vois le temps. Merci. En écoutant Mathieu, je me suis dit qu'il y avait un sujet sur l'amiante qu'on pourrait partager. On y réfléchit, en tout cas, on y réfléchit pour l'année prochaine. Je ne suis pas très fan des micros, mais oui, parce que ce qui a été dit là m'a fait faire le lien avec la journée qui s'est tenue mercredi, organisée par l'OCIM, sur l'art de la rencontre, hospitalité, écologie des relations et de l'attention. Et je pense que sur ces questions-là, il y a peut-être aussi des rencontres qui peuvent être faites dans le format que vous avez initié là. Moi, j'aimerais bien qu'on pousse l'idée des seuils. Voilà, des seuils, et comment on jalonne en fait, et comment l'esprit peut se poser sur ces seuils pour justement avancer, mais plutôt au niveau ergonomique. Oui, je pense qu'on peut avoir une panel de sujets. Oui, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, en tout cas, on reste là quelques instants pour discuter. Et Mathieu, Je voulais dire 2 choses, parce que j'ai oublié, et le directeur culture et mécénat de Sorbonne Université n'a pas pu venir, mais si je ne parle pas de l'exposition d'Anne Goldwyn en ce moment à la chapelle de la Pitié-Salpêtrière, qui se veut travailler, être un endroit où on réfléchit à qu'est-ce que c'est la culture et la santé dans un lieu. Voilà, donc c'est un lieu qui tend à se développer. Je vous invite à venir visiter. Et le projet sur lequel on travaille se poursuit. Ça, c'est le compte-rendu qui prend une forme plutôt originale sur la vision croisée autour du parcours qu'on a eu. Avec notamment les réflexions de Colline Periano, qui est philosophe et chercheuse autour de les lieux et la santé et les non-lieux, enfin plein de choses très intéressantes, et Giuseppe Atona, qui est consultant en design et qui est pionnier dans les réflexions autour de l'expérience utilisateur. Et c'est les prémices de travaux de recherche plus écrits, donc du coup avec des chercheurs. Voilà. Merci. Et nous, on ouvre bientôt une exposition. On a réfléchi à la notion de frontière. Donc c'est une exposition sur la frontière qu'on fait avec Astrid Aron et Delphine Henriques qui sont là.
Et donc, on a réfléchi à comment on allait passer d'un monde à l'autre, d'une frontière à l'autre. Donc, si vous avez envie, venez à la Cité des Sciences à partir du 14 avril. Merci beaucoup de votre attention. Tant qu'on y est sur le musée RATP. Bonjour, désolée de vous retenir, c'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps de noter les 2 noms des chercheurs que vous avez proposés. Est-ce que ce serait possible de... Colline Periano, Merci. et Giuseppe Atoma.